Bonsoir, Claude Pomerleau. Salut, Céline. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Bien, on a été arrêtés pour l'été, mais on n'a pas arrêté vraiment. Puis aujourd'hui, on va faire une capsule. On parle de géopolitique depuis le début, hein? Puis on parle d'État, de stratégie d'État depuis le début. Mais aujourd'hui, on va affronter ce que c'est les principes de la géopolitique. On est allé même chez Jean-René Mercier-Sauvé. Il y a des capsules disponibles sur YouTube. On a juste à aller chercher ça. Mais aujourd'hui, on va expliquer. Il y a 13 principes de géopolitique et 5 principes, oui, qui ont été formulés par Sun Tzu il y a 2500 ans. C'est relié à la géopolitique. Alors, on commence par quoi? La politique, c'est quoi d'abord? Il y a la bête politique, puis il faut la dissocier du bruit qu'elle fait. Hein? Ouais, oui, c'est ça. Alors donc, on parle de deux références en Sun Tzu, qui a 5 principes qui sont au actuels, et puis M. Sauvé, qui lui, c'est un des rares qui fait de la géopolitique au Québec, puis qui a en lien avec le projet de souveraineté, puis du destin d'une nation française en Amérique. Alors, M. Sauvé, et puis M. Sauvé, malgré l'importance de ses travaux, ça a eu très peu d'écho dans le mouvement souverainiste, sauf quelques rares initiés. Maintenant, très intéressant, M. Sauvé, d'abord, de lui, moi, je rentrais en contact avec ses travaux, et donc là, j'apprends des choses, sinon, regarde, j'aurais rien à dire. Donc, M. Sauvé, lui, premièrement, pour lui, la politique, tu parlais de la bête politique par rapport au bruit qu'elle fait. Et puis, Sénèque disait, il faut distinguer les choses du bruit qu'elles font. Puis lui, c'est un grand conseiller de tête dirigeante dans la Rome antique. Alors donc, la bête politique, la politique est faite de quoi? Les gens pensent que c'est des débats d'idées, puis que là, il y a un moment donné, il y en a un qui a une meilleure idée que l'autre, etc., puis c'est les idées qui mènent le monde, tout ça. La bête politique, c'est fait de quoi? C'est fait d'intérêts et de rapports de force. Et puis, selon ce que les rapports de force tombent sur un bord ou sur l'autre, il y a des fixations dans les statuts. Ça devient effectif. Il y a quelque chose qui devient effectif. On peut penser à un conflit militaire. Il y en a un qui gagne, il impose la paix à l'autre, et c'est les conditions de la paix, ça devient le statut, et ça devient effectif. Alors donc, c'est ça, la bête politique, c'est ça. Et on confond ça avec des débats d'idées, etc., c'est du bruit autour, disons. Okay? C'est très important de comprendre ça. L'autre chose que j'ai appris de M. Sauvé, c'est quelle attitude il faut avoir pour aborder la discipline de la géopolitique, pour voir le phénomène politique. Alors donc, il dit un géopoliticien, c'est un peu un monstre. C'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, puis qui a 2 têtes. Il n'a pas de cœur parce que tu ne peux pas mettre tes sentiments, tes affects, tu comprends-tu, en commande de ta capacité de comprendre une situation. Ça va trop t'influencer, puis ça va te couper de la réalité, finalement. Puis pourquoi avoir 2 têtes? Et là, il a rejoint Sun Tzu. C'est que Sun Tzu dit, il faut que tu connaisses ton ennemi, mais vraiment bien, et puis toi-même vraiment bien. Si tu connais ces deux-là, tu as plus de chances d'arriver à avoir une stratégie qui est efficace puis qui va mener aux résultats, aux objectifs que tu vises. T'sais. Alors donc, c'est ça, c'est avoir 2 têtes, c'est penser, se connaître, penser notre position clairement, puis penser la position de l'autre. Maintenant, ça risque d'être un peu... c'est comme un cours magistral pour ceux qui nous écoutent, puis c'est plate, mais dans le cas qui nous occupe, parce que M. Sauvé, il mettait ça en lien avec notre lutte nationale, pour essayer de comprendre la game, puis la jouer, puis la gagner, OK? Et dans le cas de comprendre l'ennemi, puis savoir exactement où ce qu'il en est,
on peut comprendre qu'on a fait une série de vidéos à partir de la grille géopolitique pour démontrer que la direction politique du mouvement souverainiste était coupée de la réalité, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas l'autre, l'autre étant l'État fédéral. Et pour les souverainistes, l'État fédéral était un État démocratique et donc il n'y avait pas de problème, il suffisait de faire ce référendum-là. Et puis, si on le gagnait, naturellement, ça allait tout se dérouler comme comprends-tu, leur rêve, finalement. T'sais. Mais en réalité, l'autre, s'il l'avait connu, il aurait su que, c'est un principe bien important, que l'autre, il n'était pas pour respecter les choix démocratiques du Québec, puis qu'il était prêt à aller jusqu'à la partition du Québec. Alors donc, c'est une autre chose. S'il avait connu ça, automatiquement, il aurait ajusté leur stratégie. Tu comprends? Alors là, ils se sont enfermés dans un piège référendaire à cause de ça. Et donc les deux premiers principes de M. Sauvé, à partir de là, c'est apprécier correctement le contexte et la situation. Alors donc, c'est pourquoi on se retrouve 50 ans plus tard dans une démarche où le Québec est en régression, comme M. Rodrigue Tremblay le disait. Il a très bien documenté le moment du référendum de 80 où lui, il ne pouvait pas suivre parce qu'il voyait qu'il n'était pas dans la réalité. Puis lui, il y avait une proposition qui était très, très ajustée à la réalité. Alors donc, c'est cette appréciation-là, tu sais. Alors, tu ne peux pas aller à la guerre avec des idéalistes puis des jovialistes, là. OK? Il y a une réalité, elle est dure, et c'est ça que Sun Tzu, il enseigne, parce que lui, c'est l'art de la guerre, son livre. C'est l'art de la guerre. Puis il dit, gars, premièrement, ça te prend une doctrine politique. Il faut que tu comprennes exactement l'ensemble du problème, c'est-à-dire, lui, il définit ça comme une unité de pensée sur le problème qui est partagée. OK? Parce que dans tes troupes, si toi, tu as une vision de la manière de mener la lutte, et puis là, tu en as un paquet d'autres qui ont toutes sortes d'autres visions, ton unité n'est pas faite. OK? Donc, ta faiblesse vient de ta division interne. C'est très important. Et puis là, il y a des principes aussi. M. Sauvé rejoint Sun Tzu sur les objectifs, parce que la finalité, tu comprends, le grand soir, il n'arrive pas parce que tu le souhaites, puis tu claques des doigts, puis tu as mis ton souhait. C'est parce que tu as construit, OK, petit à petit, tes capacités pour en arriver à ton objectif. Et puis ça, c'est une appréciation de ce qui est réalisable dans le temps et dans l'espace. C'est les concepts de Sun Tzu qui sont repris par M. Sauvé dans le temps et l'espace. Et puis, on est un peu revenu dans cette réalité-là parce que l'élection d'octobre qui amène la CAQ au pouvoir, c'est comme si le monde disait « Votre affaire de référendum, ça ne tenait pas de bout et vous vous êtes cassé la gueule 2 fois, puis même si vous aviez gagné, c'est clair que ça n'aurait pas donné des résultats, OK? Alors donc, c'est pas comme ça que se joue la game. Revenez la jouer dans l'espace et dans le temps avec des objectifs qui sont réalisables. Et dans le code de Sun Tzu, lui, tu sais, c'est sa définition de la plus belle victoire que tu peux obtenir. C'est une victoire que tu obtiens sans combattre parce que tu as accumulé tellement d'avantages que l'autre ne va pas aller au combat final. Il va tout simplement se rendre à la réalité, il va s'ajuster, et donc les rapports de force qui vont avoir été construits vont mener à quelque chose d'effectif, sans qu'il y ait eu vraiment un clash. C'est ça. Alors donc, c'est une accumulation d'avantages. Et puis, c'est comme si, depuis l'élection d'octobre, on était un peu revenu dans cette vision-là de Sun Tzu, tu sais, pour la comprendre, parce que les gens se demandent où ils sont. La CAQ, c'est-tu souverainiste? Il reste quelque chose du faux souverainiste là? Il y a des morceaux de fédéralistes là-dedans, etc. On voit le brouillard, tu sais. Et puis donc, mais quand on regarde Sun Tzu, on dit, regarde,
accumule tes avantages. Et puis, il y a un professeur français qui s'appelle Julien, qu'on peut peut-être trouver sur YouTube, concernant la Chine et l'Occident. Lui, il faisait une expertise, une consultation pour des entreprises importantes qui voulaient faire affaire avec la Chine. Puis il leur expliquait ça. Il dit, regarde, vous autres, vous êtes dans un espace cartésien de logique platonicienne, etc. Et il dit, eux autres sont dans un autre espace. Ils ne sont pas dans ce espace-là. Ils sont dans un espace relationnel. Ils sont dans un espace d'avantages accumulés, etc. Et donc, il dit, si vous ne comprenez pas qui est l'autre, parce qu'on revient à ça, qui est l'autre, vous risquez d'être perdant, là. OK? C'est ça l'affaire. Ce serait-tu possible de mettre un peu d'emphase sur relationnel pour expliquer qu'est-ce que tu entends par... qu'est-ce que tu as entendu par ça? C'est parce que nous autres, petit à petit... Alors, ça vient de où? Ça vient de, tu sais, des racines de la philosophie politique. Ça vient entre Platon puis Aristote. Alors, regarde, Platon, lui, est arrivé avec les modèles idéaux, hein? C'est l'idéalisme, le platonicien, la République, etc. Mais tout ça, c'est comme des contenus creux, OK? Aristote, il disait de Platon, c'est mon ami, mais il parle de creux. OK? C'est tous des concepts creux. Alors que du côté d'Aristote, lui, c'est l'homme, c'est un animal politique. OK? C'est un animal politique. En dehors de la cité, donc de l'État, c'est soit un dieu, soit une brute. OK? Autrement dit, il n'existe pas, il est en relation. OK? Et donc, c'est un corps organique, l'État. Ce n'est pas un concept, un contenant creux, c'est un corps organique. Et c'est ça le relationnel. Et pour eux autres, les Chinois ou d'autres cultures politiques, c'est encore le relationnel. Comme nous, c'était d'abord du domaine relationnel quand, mettons, l'Église était l'armature de l'État et la religion vient de où? Vient de relier, relation. C'est ça. Et puis, c'est ça, c'est tant qu'on était dans le relationnel et on avait une cohésion nationale très forte, alors qu'on s'appelait les Canadiens français. C'était ce relationnel-là. On tombe dans le rationnel avec la Révolution tranquille. Okay? Puis dans le rationnel, on est très, très porté à ça. Donc, logiquement, pour le projet souverainiste, il suffisait de l'exprimer. Puis idéalement, il y avait une démocratie qui allait s'appliquer. Puis idéalement, etc. Là, c'était avec des idéalistes. Et ça nous mène dans le déclin tranquille ou dans disparaître la petite plaquette de M. Hull qu'il faut lire absolument. J'en ai acheté 3. Je me fais enlever continuellement cette plaquette-là. Vous allez dire, bon, c'est ça, on va en parler à un moment donné. Mais c'est ça. Ouais. Il y a des choses, des principes de géopolitique que M. Sauvé a inscrit dans son livre, écrit, c'est économie de l'effort. On en a un peu parlé, là. Si on peut gagner une bataille sans l'avoir s'être battu. Bien, regarde, on va revenir au référendum. Imagine la somme d'énergie depuis 50 ans, OK, consacrée pour une ultime bataille. C'est une campagne référendaire qui dure un mois, OK? Et là, toutes les énergies sont dirigées là. On n'est pas dans les économies, alors que ça ne va pas mener. Non, ça ne va pas être concluant. OK? Alors, toutes ces énergies-là qui auraient pu être utilisées avec une doctrine politique différente à investir les institutions plutôt que les abandonner, parce que là, nos institutions sont abandonnées. Tu sais, tu as juste à penser aux universités. Tu sais, c'est occupé par du monde. Ça n'a pas, là. C'est dans le cas antinational. Tu as un paquet d'institutions comme ça. Dans l'appareil d'État, depuis les 15 années des libéraux, il y en ont-tu planté, eux autres, des pions de leur réseau? OK? Encore là, antinational. Fait qu'à un moment donné,
tes instruments pour te porter comme nation, puis te projeter avec une certaine puissance vers l'avant, ils ne sont plus là. Pourquoi? Parce que tu étais dans la... Toutes les énergies sont consacrées à, plutôt que des énergies qui sont investies, tu comprends-tu, par morceaux, aux endroits qui sont stratégiques. C'est ça l'affaire. L'économie des forces, il y a le temps et l'espace aussi. Dans Sun Tzu, le temps et l'espace. Le temps et l'espace, c'est ça. C'est, gars, essaye pas de rejoindre la Lune, là. Gars, épuise le possible, là. OK? Puis avance pour faire ta fameuse somme qui fait que ça bascule de ton côté. Tu es arrivé à ton objectif sans grand péril. Et c'est ça qui est le désir de la nation que nous sommes. Tu comprends? Ils ne veulent pas aller à la case, faire, tu sais, comme se placer dans une situation où il y a une fatalité qui est possible. Il y a une fatalité que tu ne reviens plus, là, tu sais, comme la partition du territoire du Québec. Tu comprends? Il y a un instinct, là, OK? Et donc, le mouvement souverainiste, dans l'idéalisme platonicien, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se coupent du monde, finalement. Tu sais, quand ils passent d'une nation, tu sais, des années 60, bon, les Québécois, la nation, etc. Mais à un moment donné, dans les années 90, le mouvement souverainiste sont dans la nation civique. Nation civique, c'est platonicien, c'est creux, il n'y a pas de substance, tu comprends-tu? Il n'y a pas de relationnel, là. Il n'y a pas d'histoire là, de 400 ans, une nation, tu sais, toute la nation culturelle. Là. Non, il y a les civiques. Civique, ça, c'est n'importe qui peut... Il suffit qu'ils mettent le pied sur le territoire québécois, puis ça, on a une nation civique. Tu dis, regarde, c'est complètement irréel, tu sais. Et là, on est là, et puis on a de la difficulté à revenir, et puis... Le résultat de l'élection, c'est que la CAQ nous ramène pas mal dans ça, OK? Pas mal dans ça parce que, regarde, premièrement, on va imposer nos valeurs. Ils amènent la loi 21, la charte de la laïcité, on va l'imposer nos valeurs. Regarde, ça va faire du bruit autour, tout ça. Fait que là, il est dans l'économie des efforts, là, tu sais. C'est-à-dire, celle-là, on peut poser cet acte d'État-là. Pourquoi? Parce que on a la nation culturelle qui est derrière nous. OK? C'est très clair. Si tu regardes la carte des appuis de la CAQ, c'est les régions, c'est la terre, c'est l'histoire, tu comprends-tu? C'est ça, c'est la substance de la nation culturelle qui est en appui. La CAQ s'appuie là-dessus. Et tant qu'ils vont servir, ils vont se mettre en adéquation avec eux autres, qu'est-ce qu'ils souhaitent comme stratégie, comme démarche d'affirmation jusqu'à la rupture. Ouais. Hein? Sun Tzu, OK? Avec la CAQ, on est plus dans Sun Tzu puis dans M. Sauvé qu'avec le PQ, là, qui ont... c'est ça l'affaire. Juste à penser, 75 députés. C'est ça. Fait qu'on voit que puis c'est dommage, mais le mouvement souverainiste a été réfractaire aux travaux de M. Sauvé. Il pense que, moi je le sais parce que j'ai eu des réactions, OK? Parce que quand j'arrive avec ça, c'est un peu comme j'annonce des deuils de rêve à certains, qui rêvent encore dans l'idéal, etc. Puis là, ils disent, la géopolitique, Sauvé, c'est une idéologie. Alors, la géopolitique, c'est... Tout sauf. C'est tout sauf une idéologie, OK? Parce que là, tu es dans la réalité, la dure réalité, où tu n'es même pas en géopolitique, OK? Tu es dans la littérature, la littérature politique. Tu t'en vas dans le mur. Tu es dans les sciences sociales, etc. Regarde, la géopolitique, c'est... Pourquoi ils ont de la difficulté avec la géopolitique? C'est parce qu'ils sont provincialisés. Le mouvement souverainiste, c'est un mouvement provincialisé. Tu sais,
Simon-Pierre Savard-Tremblay écrit un livre, Le ça. souverainiste de province. Ça, Le ouais. souverainiste de province. Tu comprends? Il était sur une bonne piste avec celle-là parce que tu peux pas. Ils sont même plus capables de penser l'État. Parce que la discipline de la géopolitique, son objet, tu sais, c'est l'étude de l'État. Oui. OK? C'est ça. L'objet premier de son étude, c'est l'État. OK? Or, dans le mouvement souverainiste, regarde, si tu vas rapidement faire les 50 dernières années, voir des discours, etc., tu vois jamais. T'en as pas qui se sont intéressés à la géopolitique, qui sont C'est allés. ça. Ils ne sont pas dans l'État. Ils sont pas dans l'État. Ils ne sont pas dans l'État. Mais OK? dans les autres partis, ils sont dans l'État. Oui, mais ils ne sont pas dans l'État. Regarde, juste pour te dire, Oui. la Révolution tranquille t'amène à faire apparaître l'État du Québec. OK? L'État du Québec, Jean Lesage, l'État. Même René Lévesque, qui dit à un moment donné, l'État, c'est le meilleur d'entre nous. Tu sais? C'est mieux qu'un parti politique, c'est mieux que... Tu sais, l'État, c'est le meilleur d'entre nous. Puis quand il arrive dans le mouvement souverainiste, Bang. il se coupe complètement de l'histoire de l'État, puis là, c'est le pays rêvé. OK? On est encore dans Platon. Le pays rêvé, tu le souhaites, bout de papier, t'es comptes, t'en as un. Tu sais, wow! Wow! L'autre devant toi, t'as-tu une idée qui il est? Tu comprends? T'es toujours là-dedans. C'est ça. T'es toujours là-dedans, mais ils ne savent pas. OK? Alors là, ce déclin-là cette nation-là française qui a 400 ans d'histoire, tout ça, c'est toujours été dans le relationnel, tissé serré, tu sais, tricoté serré. Qu'est-ce que c'est tricoté serré, sinon le relationnel, hein, qui est là, qui est très significatif, qui nous tient parce qu'on veut notre fin comme nation. Ouais. C'est clair, OK? On l'a fait, ça, sur la négation de la nation, la capsule. Tu pouvez voir ces capsules-là sur YouTube. Vigile.Québec, c'est tout. Vous allez voir, on fait la démonstration à partir des travaux de constitutionnalistes, Eugène Brouillet, tout ça. C'est sérieux, là. L'argumentaire est solide. Donc, c'est ça. Mais les autres sont coupés de ça. Ils sont coupés de cette nation-là. Ils ne voient pas ça. Ils ne veulent même pas la prononcer, la nommer. C'est comme ils en sont gênés. Ils ont avalé l'idéalisme de Trudeau, du multiculturalisme, et ils veulent le nommer autrement, comme les libéraux. Mais c'est ça, la nation civique. Tu te rends compte? Tu te bats pour quoi? Tu te bats pas pour un projet de société là, de progressistes. Tu te bats pour l'existence d'une nation française en Amérique. Et ceux qui étaient dans le relationnel avant la Révolution tranquille, eux autres, comme Lionel Groulx, puis tous les autres, ils savaient que c'était existentiel. Ça a arrêté... Ça a arrêté, tu sais, puis les autres, c'était, regarde, on se tient ensemble, la langue, la foi, c'est lié, c'est sacré, etc. Et l'histoire, regarde, juste sur l'histoire. On prend l'histoire qui nous est enseignée avant les années 60, tu sais, c'est une histoire glorieuse. On va venir faire des capsules sur l'histoire. Oh, oui. Okay? C'est une histoire glorieuse. Puis là, à un moment donné, là, on tombe dans autre chose. Là, on n'est plus dans le relationnel. On est dans la Révolution tranquille. C'est le rationnel là, qui tu sais. Et puis donc, là, notre histoire, finalement, elle devient... c'est déconnecté chacun pour soi. L'histoire devient honteuse. Honteuse, c'est ça. Tout ce qu'on nous avait enseigné, les héros, tout ça, c'est tout des pas bons. Tu sais, les filles du roi, c'était des prostituées, c'est tout faux. C'est tout faux. C'est même pas factuel. C'est même pas factuel. Oui. Mais c'est ce réflexe-là, puis c'est porté par des historiens souverainistes, des intellectuels souverainistes. Oui, dont on a fait parler, là. Puis si tu fais le test dans le peuple, tout ça, tu poses quelques petites questions, ils vont te revenir avec ça. C'est comme s'ils sont programmés pour se dénigrer eux-mêmes. Alors, quand tu es programmé pour te dénigrer toi-même, là, t'es pas dans la puissance, là. Non, puis là, tu sais, je veux dire, si tu veux aller mener quelque chose, il faut que tu aies, tu comprends-tu, une estime de toi pour mener une lutte.
sais, je veux dire, si tu Alors, dis, qui a gagné? je fais un Pierre esti Elliott de pas bon, mais moi, t'es un winner. Ben oui, mais... Qui a gagné? Hein? C'est ça. Et c'est ça, cette mentalité-là qui nous tue, c'est celle d'une espèce de platonicisme, OK, appliqué aux politiques qui le désintègre, là, tu sais, le dissout. Tu comprends? Alors là, avec l'élection, on revient tout le temps à ça, parce que là, c'est comme si, tu sais, la nation, c'est les régions qui ont élu la CAQ, là, pour qu'on reprenne le contrôle de notre État. Puis là, ce qu'ils veulent, c'est, gars, faisant morceau par morceau, construis-nous. Construis-nous, nomme-nous nos valeurs, tu sais, redresse, c'est le redressement national, c'est l'édification d'un État. Ça fait qu'on revient au fait que notre existence comme nation, puis notre destin politique, c'est pour nous d'abord une affaire d'État. On a un État qu'on contrôle, tu sais, qui peut nous assurer notre survie comme nation pour la suite de l'histoire, c'est l'État du Québec, tu sais, veux dire, reviens à ça. Ça avait été complètement abandonné par les souverainistes. Alors, on peut dire que les gens, la population qui a voté, les électeurs de la CAQ, nous ont fait entrer dans une autre... Faisait du sans dessous sans le savoir. C'est exactement. Bon, alors ça, c'est plus... On est plus là, vers la glorieuse que... On sort de la honteuse, là. Oui, oui, mais c'est ça. Mais là, on commence avec le patrimoine religieux parce que c'est ça qui porte notre histoire glorieuse. Le patrimoine religieux, c'est ça aussi qui... On va le faire aussi, c'est une autre capsule qu'on va faire, ça, sur comment ces institutions-là nous ont permis de peupler, mettre en valeur le territoire, ce qui donne la nation, puis l'assise d'État, là. Puis c'est juste ça qui compte. Tout le reste, blablabla, des idées, puis l'autre était républicain, puis l'autre était civil. Ça, Économie de l'effort. Regarde, c'est ton existence, OK? Oui. La nation, c'est une bête vivante. Tu as utilisé le mot « imposer » tantôt, puis je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce que M. Sauvé aussi dit qu'on impose, on ne réclame pas. Oui, bien, c'est ce qu'il dit exactement, c'est on réclame ses droits en position de faiblesse, on les impose en position de force, OK? Et donc, on revient comme à Sun Tzu quand il dit, regarde, tu fais la somme de tes avantages, tu les imposes, puis éventuellement, l'autre en prend acte, puis bon, OK, c'est un état de fait, OK, qui est reconnu. Alors donc, c'est là, tu sais, dans l'histoire du référendum, c'est quoi? On va aller demander la reconnaissance du résultat. T'sais. La permission. OK? Alors que tu es en position de faiblesse dans la réalité. OK? Alors donc, et là, on voit deux fois dans notre histoire où on est dans l'idéalisme avec ça, OK? On réclame nos droits parce qu'on pense qu'idéalement, les droits existent et que donc, ça va s'imposer parce que l'idéal des droits existe, OK? C'est pas comme ça que ça marche, c'est les rapports de force qui vont jouer. Alors donc, il y a deux fois dans notre histoire où on va avoir des idéalistes qui vont réclamer leurs droits, les patriotes, les républicains de 1837-38, avec leurs 92 résolutions envoyées à la bienveillance de la couronne britannique pour que finalement on leur reconnaisse des droits démocratiques qui feraient en sorte qu'ils prendraient le contrôle sur les Anglais qui contrôlent tout le commerce, la politique ici, suite à la défaite de la France sur notre territoire. Alors, on voit où ça a amené, OK? Ça a amené à l'acte d'union de 1840. L'acte d'union de 1840, lors du RAM, c'est très clair, gars, cette nation-là n'existe pas, n'a pas de culture, n'a pas d'histoire, et que donc, il faut les assimiler pour leur plus grand bien, pour les faire accéder à la civilisation britannique. On revoit les droits. C'est ça. Donc, on voit que des idéalistes qui provoquent une situation politique comme ça, très tendue, OK, puis qui ne sont pas dans un rapport de force, OK, ils ne savent pas c'est qui ont devant eux, toujours connaître l'autre, et puis donc, ça mène à ce résultat-là, l'acte d'union. En 1980, là, on a encore des idéalistes qui vont dire, ils vont se comporter de telle manière, etc. Donc, ils n'ont rien à foutre.
Et exactement 2 ans après la défaite, OK, il faut comprendre que cette défaite-là aurait pu être évitée. Et là, c'est le témoignage de M. Rodrigue Tremblay, qui était ministre au gouvernement Lévesque à l'époque, ministre de l'Industrie et du Commerce, qui va démissionner en 1979 à cause qu'ils ne veulent pas faire sa proposition de la Banque d'affaires du Québec, qui était un levier extraordinaire pour notre développement. Et donc, lui, il va leur dire, quand ils vont amener la question à l'Assemblée nationale, il va dire « Wow, wow, là, vous êtes dans une situation où Trudeau vient d'être élu à 68 au Québec. Vous autres, vous êtes élus à 41 OK? Puis là, vous allez vous matcher avec ça, et puis vous avez besoin de 50 Il dit là, ça vous prend une autre position, qui est une position d'affirmation, qui est un troisième choix, qui est le choix de récupérer des pouvoirs majeurs, faire l'accumulation, OK? C'est très bien ajusté stratégiquement, OK? Et ça nous aurait évité la fatalité de la Constitution de 82. Qu'est-ce que c'est la Constitution de 82? La Constitution de 82, c'est exactement l'ordre du RAM. C'est-à-dire que la Constitution de 82, c'est la doctrine de l'État du Canada devient multiculturaliste et c'est une négation de notre existence de nation. C'est ça que c'est. Et donc, qui veulent nous ramener à un groupe ethnique parmi tous les groupes ethniques dans le beau Grand Canada de Pierre Elliott Trudeau. C'est ça. Alors, tu vois que tu ne réclames pas tes droits en position de faiblesse, tu les exerces en position de force. Et ça, un qui avait compris ça, c'était Daniel Johnson. Alors, on arrive avec Daniel Johnson. Daniel Johnson, juste pour ceux qui sont plus jeunes, là, l'Union nationale, il est chef de l'Union nationale, et en 1965, il va y avoir une élection en 1966. Et là, lui, en 1965, il publie une petite plaquette qui s'appelle « Égalité ou indépendance ». Et là-dedans, ce qu'il dit, c'est qu'on va aller négocier la reconnaissance de la nation et de l'État du Québec, les deux, ensemble. Parce que la nation culturelle, quand elle s'identifie à son État, devient une nation politique. Et ça, vis-à-vis de lui, il y avait Trudeau. Il y avait Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, regarde, il savait que il allait avoir une fin de non-recevoir. Ça ne le dérangeait pas. Lui, ce qu'il voulait, c'était faire le rapport de force, et puis c'est dans sa biographie, Pierre Godin. Et puis, là-dedans, son plan, c'était immédiatement, dès qu'il se faisait fermer la porte, il revenait au Québec, et c'était une époque de grande effervescence nationaliste. Là, il allait demander au Québec faire une constitution du Québec, et là, dans laquelle constitution, on se reconnaît comme une nation et un État, et s'en aller en référendum au Québec pour faire ratifier sa Constitution. Il y a une différence entre un référendum d'initiative pour créer une situation, puis un référendum de ratification qui conclut sur une situation de fait. OK? Et là, lui, il prévoyait avoir 80 Et là, ça aurait changé tout. Tout le reste des 50 années du déclin, parce que là, lui, il faisait la somme. OK? La somme. Et là, Trudeau aurait été obligé de dire aux Québécois, 80 vous n'êtes pas une nation, vous n'êtes pas un État. Et là, il aurait été sur le côté court de l'équation politique. Il n'aurait pas été sur le côté long. Et donc, tu sais, Céline, la conclusion, c'est que l'acte d'union 1840, 1982, on comprend que ce sont des idéalistes, OK, qui ne savent pas qui ils ont vis-à-vis eux, OK, et qui décident de provoquer le grand jeu pour l'affranchissement politique complet de la nation et du Québec vers l'indépendance. Mais ils ne sont pas dans un rapport de force, là, OK? Et puis, ils ne sont pas conscients de ça. Ils ne sont pas conscients, puis même aujourd'hui, on ne tire pas de leçon de ça. C'est comme M. Tremblay, Rodrigue Tremblay, dans son vidéo présentée sur Vigile,
lui, il tire une conclusion de ça. Maintenant, où on en est, c'est qu'à un moment donné, la nation historique, OK, au Québec, à l'élection d'octobre, là, ils décident que ce qu'ils ont balayé, finalement, c'est cet idéalisme-là. Tu vois la misère du Parti québécois qui est toujours dans des... C'est abstrait, là, tu sais, c'est comme... Et puis, ils sont dans l'idéalisme, hein? C'est jusqu'à plus capable, là, tu sais. Tandis que l'autre, la CAQ, s'est branchée sur la nation historique, puis ses craintes par rapport à sa propre existence, puis quels moyens on peut prendre pour, non pas réclamer des droits, mais les imposer. Dans le cas de la charte, hein, tu vois, s'il avait dit, avait demandé à Ottawa, est-ce qu'on peut faire une charte, s'il vous plaît, tout ça, là, ils auraient dit, ben non, t'es au Canada, là, mon ami, tu comprends? Et là, mais il y a, c'est sans égard pour Ottawa, regarde, ici, là, c'est pas le multiculturalisme. Il y a la doctrine d'État du Canada, il faut comprendre. C'est comme dans un pays, il y a une doctrine d'État, puis il y a une partie qui dit, regarde, nous autres, on n'est pas là-dedans pantoute. Ça, c'est une rupture fondamentale sur doctrine d'État. Et non pas sur des débats, nous, on est plus vert que l'Alberta, puis, tu sais, regarde. Donc, doctrine d'État. Ils sont en train de définir une doctrine d'État, ici, savoir, bon, la charte, la laïcité, puis la clause d'interprétation de la charte québécoise qui est modifiée pour dire, le Québec, tu ne peux pas utiliser la charte des droits du Québec si tu ne prends pas la clause d'interprétation qui dit que le Québec est un État laïque, OK, et non pas multiculturel, et qu'il y a égalité homme-femme. C'est ça. Alors, touche pas, amène pas ça à court pour nous combattre. Hier, on vient d'annuler ton argumentaire avec ça, et ça devient la doctrine d'État du Québec qui se précise par morceaux. On parle, tu sais, de la somme, tu sais, la somme, et non pas d'un souhait. Non. OK? Et donc, on parle de Sun Tzu, accumuler des avantages pour... clac! Alors donc, là, on est on est aux aguets, là, par rapport à... c'est quoi la suite? Ils vont-tu juste faire ça? Ils ont-tu juste... tu sais, agiter ça, l'histoire de l'identitaire pour se faire élire, ou si ils ont d'autres morceaux à venir dans ce qui est l'affirmation de la nation dans le cadre d'actes d'État, non pas des verbiages, comprends-tu, puis de la rhétorique du vide, là, tu sais. Non, des actes d'État. Il y a juste ça qui compte, les actes d'État. On est en géopolitique, la géopolitique fait de l'État l'objet premier de son étude. On comprend ça, pourquoi? Parce qu'on a quelques clés de géopolitique qu'on a de M. Sauvé, heureusement. OK, sinon, regarde, je ne serais pas là pour te parler, là. Donc, c'est ça. Et là, ils vont-tu ajouter des morceaux pour faire la somme? Je parle du gouvernement de la CAQ. Oui, absolument. Puis de la contribution de M. Guillaume Rousseau. Bien, lui, il était conseiller juridique. D'abord, il était candidat du Parti québécois dans Sherbrooke. Ensuite, il devient conseiller juridique du ministre Jolin Barret pour la rédaction de la charte. Et puis, moi, je sais, pour avoir lu des textes antérieurs de M. Rousseau, qu'il avait proposé la modification pour mettre une clause d'interprétation à la charte québécoise. Pourquoi? Parce qu'il y a une clause d'interprétation dans la charte fédérale qui dit quoi? À l'article 27, bien, promotion du multiculturalisme. Fait qu'il dit, regarde, nous autres, il faut en faire une pour l'opposer. C'est des actes d'État. C'est des États. On est dans les affaires d'État. Ce qu'a ignoré le mouvement souverainiste depuis 50 ans. Tu comprends-tu? On était dans des blablas, d'intellectuels, de professeurs de cégep. Ben, regarde, là, on est dans les affaires d'État. Lui, il dit, OK, on a mis un morceau, il est très important parce que c'est une collision frontale avec la doctrine d'État du Canada, cette charte-là de la laïcité du Québec. Là, je lis dernièrement une entrevue où ce que là, il nous dit, il y a un autre petit morceau. Ah, petit morceau. OK, on est aux aguets, tu comprends? Ouais, tu vas-tu en mettre, on construit la maison, là, tu sais, c'est quoi la suite? Oh. Fait que là,
il arrive puis il dit on planche au gouvernement. Tu sais, c'est une différence entre un intellectuel qui qui propose quelque chose, puis le gouvernement qui est en contrôle de l'État peut agir avec envergure. Là. Tu comprends? On est dans les affaires d'État. Donc, là, il dit, on planche sur un texte fondamental, la convergence culturelle. La convergence culturelle. C'est pas une autre affaire, ça, une idéaliste. Là. Non. Là, la convergence, là, tu précises, t'es qui comme nation dans des actes d'État, ton État à toi que tu contrôles, qui, en ce moment, précisément, va se dresser contre l'État fédéral tout le temps. Là, tu es dans une dynamique de rupture, qu'on le veuille ou non, parce que les gens se demandent, hein, la CAQ, il y a des souverainistes, il y a des fédéralistes. Pour le moment, là, ceux qui ont l'oreille du grand Inca, là, c'est ceux qui amènent ces propositions-là. Fait que, regarde, tu sais, il y a de quoi là espérer quelque chose. Parce que c'est le seul cadre stratégique qui, premièrement, peut arrêter le déclin de notre nation. Ça, c'est... Hein? En éliminant la fatalité des libéraux au pouvoir, qui était vraiment une fatalité pour nous, puis qui, bon, là, va construire. On va construire une base pour nous donner une existence, une assise d'État. Fin à la négation, construction de l'État. C'est ça. Donc, il y a un redressement national à partir des assises de l'État du Québec qui se nomment, qui se précisent, puis qui s'éloignent de l'État canadien. C'est ça, la réalité. Et on est dans Sun Tzu avec, tu sais, on accumule la somme jusqu'à ce que ils sont obligés de dire... Jusqu'à ce qu'on impose notre Constitution. Et là, on arrive justement dans cette convergence culturelle-là. De quoi il s'agit? Tu sais, c'est un nom un peu vague, mais c'est préciser les termes d'une nation dans les actes d'État. Et ça, quand tu fais ça, tu es en train de, disons, faire un brouillon de constitution, là. OK? Et là, quand j'ai vu ça, l'entrevue, j'ai fait un Google pour voir Convergence culturelle, Guillaume Rousseau. Oui, il avait publié un texte. Tu quand? En 2014. Ça fait 5 ans. Il a publié le texte, toute cette proposition-là. Il est prêt. Comprends-tu? Oui. Puis là, tu as tout détaillé, puis il dit, il s'est inspiré de la loi 99. Alors, pour ceux qui ne savent pas, là, c'était des projets, tu sais, des lois numéro 1 tel, ça ne dit rien. Mais cette loi-là, c'est la loi 99, c'est la loi la plus importante de notre histoire. Pourquoi? Parce que après 400 ans, ça a été voté en 2000, la somme d'investissement, taux d'ensemble, fait qu'il y a une nation puis il y a un État. Et là, le Québec se reconnaît pour la première fois dans une loi de l'État du Québec que le Québec est un État et non une province, et que le peuple est souverain et non pas la reine d'Angleterre. Fait qu'il y a une méchante rupture. Ça, c'est contesté à la cour. Bon, ça, on verra. Mais ça, et là, lui, il dit, c'est là-dessus. Et là, c'est comme un plan de cadastre. Tu veux bâtir une maison, mais là, tu as ton plan de terrain. Tu regardes ton terrain, c'est ça, on peut faire ça. Tu as les bases. C'est dans la loi 99. Tu as le principe d'unité politique de la nation. Tu comprends-tu? Le préambule de cette loi-là, c'est encore les 400 ans d'investissement, de peuplement, mise en valeur du territoire, fait que nous sommes une nation et un État. Tu comprends? C'est pas la nation civique, c'est extraordinaire. Là. C'est ça. Ça n'a rien à voir. On se réveille, on a une nation. Puis, cette loi-là, c'est pas une loi qu'ils ont dit à Ottawa, on pourrait-tu faire une loi 99 où nous autres, on dit que le peuple est souverain? Tu ne réclames pas ce droit-là, OK? Tu l'imposes, comme Daniel Johnson dans sa stratégie. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est une des rares fois dans le mouvement souverainiste où ils sont revenus à l'État. Et puis, ils sont revenus par réaction et non pas par action. Parce que il y avait, suite au référendum de 1995,
la loi C20, la loi C20, la loi sur la clarté, finalement, ils viennent de dire, eux autres, que, gars, on a tous les prétextes pour vous dire que votre droit à l'autodétermination n'a aucune valeur. C'est ça, exactement. Aucune effectivité. Nul. C'est ça. Fait que là, le gouvernement du Québec, du Parti québécois, Lucien Bouchard, puis Joseph Facal. Joseph Facal, qui était ministre responsable, ça. Joseph Facal, il est pas. Tu sais quoi, Joseph Facal? Il n'est pas provincialisé. OK? Il n'est pas né au Québec. Il n'a pas été endoctriné dans le provincialisme. OK? Donc, il y a une petite idée de. Et c'est lui qui a mené ce projet de loi-là, puis ça a été mené d'une façon exemplaire. Il dit, eux autres font une loi, et les libéraux disent, oui, mais on va faire une motion, on n'est pas obligé de faire une loi. Il dit, non. Il dit, tu n'opposes pas une motion à une loi. Tu opposes une loi à une loi, puis là, il était en géopolitique sur le principe d'équivalence. Et donc, pour revenir à la convergence culturelle qui, en réalité, va ressembler beaucoup à une constitution organique du Québec, tu opposes une constitution à une autre constitution. Un État contre l'autre. Un État contre l'autre. OK? Et c'est ça. Et on est revenu à l'État, puis en réalité, on est revenu à la géopolitique sans que personne le nomme, là. Mais nous autres, ici, à partir de M. Sauvé, on peut, disons, décrypter ça. On se réjouit que quelqu'un soit... Que lui, il a passé... Il a été formé dans l'armée canadienne. C'est ça. Il a été formé en géopolitique à Toronto. OK? En dehors du cadre provincial, on s'entend. OK? Et puis, lui... Il n'a pas cessé d'essayer d'amener les gens à dire, gars, vous êtes dans une game géopolitique, arrêtez avec vos histoires d'intellectuels. Oui, ça ne fonctionne pas. Tu sais, je veux dire, vous allez vous casser la gueule. C'est ça. Puis, tu sais, il y a eu très peu d'écoute. T'sais. Moi, je suis content d'avoir tombé sur ces travaux. Oui, c'est à peu près la même façon. Vigile. C'est ça. C'est ça. Fait que là, je me suis passionné pour ça. Puis là, j'ai reparti de là. Là, j'ai refait une lecture des événements avec un petit groupe parce que là, je ne voulais pas être tout seul pour dire je lis ça, puis je pense ça. Puis là, du monde qui sont assez tough intellectuellement pour dire, gars, là, tu es en train de délirer, puis gars, ça ne tient pas debout, etc. Puis c'est correct, j'aime ça. Des débats très virils, mais quand on veut faire avancer la compréhension qu'on a du sujet, parce que c'est notre existence qui se joue là. Tu comprends? Alors donc, cette grille géopolitique-là, avec le temps, tu finis par ramasser quelques morceaux puis les appliquer. Tu sais, ça se peut que tu te trompes sur la méthode, ça se peut que tu te trompes sur les faits, mais en tout cas, on brasse les choses pour voir ça correspond-tu? Ça explique-tu quelque chose? Est-ce que ça peut nous permettre de revoir un cadre stratégique qui, celui-là, si tous les principes de géopolitique sont appliqués, est imparable et mène à la victoire? C'est important. Tu comprends? Oui. OK? Et à partir de là, parce qu'on vient de faire la période contemporaine, mais il y a aussi sur l'histoire. Quand tu prends la grille géopolitique, là, tu reviens à l'histoire. Parce que là, l'histoire, on le disait, elle a basculé en 1960 dans l'interprétation qu'on s'en fait. On avait une histoire qui nous était glorieuse, racontée par l'Église de Rome, et qui devient honteuse parce qu'elle est racontée par des laïcs. Bon, c'est une coïncidence, là, mais regarde, tu ne peux pas t'en aller loin si tu ne refais pas corps avec l'histoire. Puis, tu sais, la question de départ, c'est parce que l'histoire, on va en faire 2 volets au moins. L'histoire, regarde, c'est l'histoire des événements, c'est l'histoire des personnages. Oui, c'est quelle histoire? C'est l'histoire d'une trame nationale qui est notre existence, puis le défi que ça pose pour continuer à exister pour la suite de l'histoire. Et donc, vu qu'il y a une rupture en 60, ça bascule dans le honteux. Là, on revient refaire à partir d'une question, la question sur la trame nationale,
C'est la question qui fonde la démarche sur l'histoire, c'est qu'est-ce qui fut nécessaire pour qu'apparaisse, se développe, existe encore une nation française en Amérique. C'est la question essentielle. Et quand on y revient, là, on peut faire les actes qu'il faut. Bien, c'est parce que quand on revient, on voit qu'il y a des choses qui étaient absolument essentielles et que après 60, on a condamné, on a décrié, etc., dont la contribution de l'Église de Rome comme institution politique majeure, une institution portante qui nous a façonnés et qui nous a permis de garder notre cohésion nationale, L'unité. alors que on voulait notre fin. Et que les forces qui voulaient notre fin sont quand même assez imposantes, OK? Alors donc, c'est ça, on s'est réfugié dans cette institution-là, OK? Il y avait une discipline, c'était terrible, la discipline, tu sais. Ils disent, la vie avec les saints, c'est un enfer, tu sais. C'est aussi là-dedans. Ben oui, c'est ça. Un principe. Ben oui, c'est Sun Tzu aussi. Ben oui, c'est ça. C'est des institutions portantes qui ont un caractère politique. Oui. Bon, là, il y a une dimension croyance. Le monde dit, ah ouais, moi, je crois pas. C'est pas important. Regarde, je vais te dire c'est quoi la croyance dans une institution politique qui porte, là. C'est un surcroît de volonté. La volonté que l'institution de l'Église de Rome, le monde qui était là, OK, qui se sont joints, OK, des légions, OK, pour juste nous porter, OK, cette foi-là qu'il y avait, c'était un surcroît de volonté, c'est des sacrifices énormes. Ils ont réussi à développer un État à moindre coût parce que c'est une religion du don. Ils faisaient le don d'eux-mêmes, OK? S'il aurait fallu payer pour tout le déploiement de ça, regarde, on aurait été en dette, enterré. Alors que quand on est arrivé en 1960, l'État du Québec n'avait pas de dette. C'est très important ce que tu dis. Oui, c'est important, c'était ton potentiel par après. Tu sais, après ça, ils ont pilé la dette pour amener des armées de fonctionnaires. C'est le technicisme qui s'installe puis qui devient étouffant avec le temps. OK? Et c'est contre ça aussi que la nation réagit. Tu sais, ils disent, regarde, c'est lourd, les taxes sont lourdes, etc. Bon. Et on sent aussi que, M. Rousseau, Simon Barrette, il y a une couple qui sont prêtes à faire un don de soi pour la cause. Oui, c'est ça. On est revenu à patriotisme. un sens du patriotisme. Ils s'investissent ouais. parce que, mais ils ont une doctrine, on revient à Sun Tzu. Oui. Ils ont une doctrine. Ils savent que, gars, on ferme notre gueule parce que c'est une autre affaire dans Sun Tzu. Ils disent, gars, quand tu t'en vas, gars, tes plans, il faut qu'ils soient aussi noirs que la nuit. C'est ça qu'il dit, Sun Tzu. Ouais, gars, ouais. va pas dire, le 30 octobre, on va faire un référendum, puis on va vous fendre en deux le Canada. Tu sais, tu comprends? Eux autres, ils disent, gars, la nation, voici ce qu'on est, voici un morceau, et voici un autre morceau, et, etc. On veut avoir les impôts. Tu comprends? On veut. C'est clic, 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 clic. Et ça, c'est ça que c'est. OK? Et c'est ça que l'institution de l'Église faisait en ayant l'aide de têter le pouvoir anglais. Mais, tu sais, ça allait évoluer. Puis dès qu'il prenait du costaud, l'attitude de l'Église vis-à-vis le gouvernement, le pouvoir anglais, changeait. Il devenait un peu plus effronté, avec un point très fort quand Lionel Groulx, qui est l'architecte de l'État du Québec, Lionel Groulx, en 1937, qui est au Palais Montcalm, puis 5000 personnes, c'était diffusé à la radio, puis là, il y a devant lui le gouverneur général, puis là, lui dit « Notre État français, nous le voulons, nous l'aurons ». C'est ce cri-là qu'on a entendu le 1er octobre. Ah oui, c'est ça. Alors, ça vient pas. Comment ça se fait que ça vient à l'intérieur de l'Église, alors que les laïcs, après ça, qui vont conduire le mouvement souverainiste, ils n'ont même plus d'idée qu'il faut que tu sois en contact avec ton État, là. Le rationnel. C'est ça, le rationnel. Eux autres étaient dans le relationnel, puis ils fermaient le gueule, mais à mesure où ils prenaient du costaud, ils pouvaient lui dire « Prochaine étape ». Comme Daniel Johnson leur disait «
égalité ou indépendance. On progressait dans l'étape. Tu sais, on faisait notre somme, notre somme. J'aimerais ça qu'on termine, si tu veux bien. Il y a des critiques qu'on lit, qu'on entend du gouvernement, du premier ministre, concernant, du ministre aussi, concernant l'immigration, les taux d'immigration, etc. Bon, la politique qu'ils ont laissé entendre qu'ils feraient, qu'ils mettraient en place. En tout cas, qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? De quel ministre tu parles? De quel Le ministre qui s'occupe de l'immigration, le premier ministre aussi, ils ont parlé qu'ils voulaient baisser les seuils d'immigration. Qu'est-ce que c'est qui se mêle dans tout ça, là? Il y en a qui disent là, que cette semaine, c'est le patronat qui est contre nous autres. Ça cache quoi, ça? Bon, on est sur le thème de la démographie. Bon, le thème de la démographie, on va l'aborder encore plus sérieusement une autre fois, là, mais... Oui, c'est ça. Mais très rapidement, c'est que la démographie, c'est le destin. Hein? C'est Auguste Comte, c'est le destin. La démographie, Statistique Canada nous apprend qu'en 2036, on va être 70 au Québec de langue maternelle française. On ne peut pas se permettre ça. C'est vital, OK? C'est un défi existentiel. Dans quelle mesure, le gouvernement de la CAQ, ils ont joué un peu là-dessus, dans quelle mesure ils comprennent, parce que lui, François Legault, c'est l'économie, puis là, il se fait dire par les affairistes que, gars, ça en prend du cheap labor, nous autres, on en a besoin du cheap labor, mais ça a une portée démographique et ça joue sur le destin d'une nation. Et lui, sa responsabilité en tant que chef d'État au Québec, c'est d'abord et avant tout de voir aux défis existentiels qui se posent là. Et j'espère qu'ils ont une compréhension de ça. Je pense que j'ai lu un titre aujourd'hui où il dit qu'il y avait peu d'écoute pour ce discours-là des affairistes. OK? Eux autres, c'est l'économie. Puis, tu comprends? La nation, regarde, tu comprends? Si on a le temps. OK, si on peut voir ça comme... pour eux autres, c'est le politique se dissout dans l'économique. OK? Il n'y a plus de politique, la nation, tout ça. Tu comprends ça? Tu sais, dans le thème de la nation civique, là, ça va très bien avec ça. Hein? Non, oui. Oui, c'est ça. Nation civique, il peut en avoir plus. De plus, il y en a mieux que c'est. OK? On est là-dedans. T'sais. Fait que ça, c'est un point où il y a un côté, il y a un angle mort au gouvernement de la CAQ. Je veux dire, il y a un aile fédéraliste affairiste, OK? Avec Dubé, puis Fitzgibbon, puis d'autres, OK? Puis là, dans quelle mesure ça pèse? C'est à surveiller, parce que là, on ne peut pas, tu sais, je veux dire, donner le bon Dieu sans confession là, sur la défense de la nation. D'ailleurs, c'est pas on a des éléments. C'est pas ça qu'on dit de faire en géopolitique. Non, regarde, c'est ça. Donc, on ne peut pas devenir des partisans du parti, la CAQ, aveuglément, là, tu sais, je veux dire, il y a quand même... mais il y a des signes où on peut dire il y a des points où on peut s'appuyer pour avoir une dynamique de l'espoir. On n'est plus avec les libéraux. Et il y a des signes qu'on est en train de se constituer. Okay? Oui. Puis si on nous laisse voir les choses morceau par morceau, justement, pour... J'aime ça. Oui. Parce que quand tu mets toutes tes cartes sur la table d'avance, puis en avant, ils vont dire, ils s'en vont à l'indépendance, on sort les bazookas. That's it, ça vient de changer. Là. C'est tout. Oui. Tu comprends-tu, je veux dire? Tu sais, c'est ça. Alors donc, tu sais, c'est comme Lionel Groux disait, l'indépendance, pensez-y toujours, n'en parlez jamais. C'est ça. Alors ça, c'est une très bonne conclusion pour... on va reparler de géopolitique, là. Mais tu as bien expliqué qu'est-ce que c'est, puis je pense que les auditeurs sont en mesure en réécoutant toujours la capsule, là, de se mettre dans
D'être le monstre à deux têtes, pas de cœur. Ben, l'importance, parce que la difficulté, on en parlait au début, c'est que tu commences à parler des principes de géopolitique, tu perds le monde parce que c'est tout abstrait. Oui. Mais la difficulté, c'était d'emmener des exemples concrets dans notre problématique politique, OK, où c'est notre destin qui se joue, là. Oui, oui. Et puis ça, c'est des clés pour comprendre, décrypter, puis recadrer la stratégie, puis voir que à partir de l'application de ces principes-là, tu peux t'en aller à la victoire. Ça devient pratiquement imparable et c'est ce que dit Sun Tzu, c'est ce que dit M. Sauvé, puis c'est un message très fort d'espoir, là. Oui, OK? oui. Mais à condition, gars, que connecte avec la réalité. Comme le général de Gaulle disait, il n'y a pas de politique qui vaille en dehors de la réalité. C'est pas compliqué. La réalité, comme je disais tantôt, est difficile, est dure. Oui, oui. C'est dur, mais il faut que tu penses durement. C'est ça. C'est ça que c'est exigeant. C'est exigeant. C'est trop facile de faire des phrases creuses. Oui, oui. Merci beaucoup, Claude Pomerleau. Ouais, ça m'a fait plaisir.